Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'aumônier des pompiers de Paris s'exprime après l'explosion du gaz samedi qui a fait 4 victimes, dont 2 soldats du feu. L'évêque de Kirkouk en Irak, Monseigneur Mirkis, réagit aux annonces faites par le ministre français des Affaires étrangères lors de sa visite à Bagdad. Et puis, à quelques jours de la journée mondiale des lépreux, la Fondation Raoul Follereau fait un point sur les urgences et les avancées pour combattre la lèpre. Un rapport sur les chrétiens d'Orient commandé par le président de la République Emmanuel Macron lui a été remis il y a quelques jours. Son but, renforcer l'action de la France dans la protection du patrimoine du Moyen-Orient et soutenir le réseau éducatif des communautés chrétiennes de la région. Ce rapport a été rédigé par Charles Personnaz, haut fonctionnaire et bénévole de l'œuvre d'Orient. Il est avec nous sur ce plateau ce soir. Et on débute cette édition avec le drame qui a marqué la France samedi. Une explosion due à une fuite de gaz dans le 9e arrondissement de Paris a fait 4 morts, dont 2 pompiers. C'est toute une profession qui a été touchée après le décès en intervention du caporal-chef Simon Cartanaz et du sapeur Nathanaël Josselin. Les hommages se sont multipliés hier dans les casernes françaises. Et sur les réseaux sociaux, le diocèse aux armées a fait part de ses prières pour ces 2 militaires ainsi que toutes les victimes et partage la tristesse des familles des frères d'armes décédés. On écoute l'aumônier des pompiers de Paris, le père Jean-Paul Fournier. Alors non seulement nous nous occupons de nos camarades qui sont très éprouvés, à la fois dans leur chair ou alors dans leur affect, c'est ce qu'on évoquait, mais aussi bien sûr une présence importante auprès des familles pour les accompagner dans cette même démarche de deuil, pour les aider à, là encore une fois, à donner un peu de sens et à faire que le poids qu'ils soient en train de porter soit moins lourd, car le dynamisme du groupe, le collectif, va faire que nous soyons plusieurs ensemble à vivre cette épreuve et à la partager. Les 2 pompiers décédés et leurs familles étaient au cœur des prières lors de la messe pour la paix du diocèse aux armées. La cathédrale Saint-Louis des Invalides était comble dimanche matin. La paix est sans cesse à construire. Elle ne doit pas être une petite paix étriquée ou une paix au rabais qui ne serait qu'une absence de guerre. Ce sont les mots d'accueil de Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées, qui a présidé la célébration. Comme chaque année, la messe pour la paix lance le PMI, le pèlerinage militaire international qui a lieu en mai. Une messe pour la paix dans un contexte de guerre mondiale morcelée, pour reprendre les mots du pape François, comme le rappelle le père Béron, aumônier militaire et directeur du PMI. Le pape François parle de Troisième Guerre mondiale par morceaux. Il fait référence à l'histoire de l'Europe notamment et des hommes. Et c'est brûlant d'actualité puisque vous savez que nous sommes confrontés au Proche et au Moyen-Orient à des conflits très durs et qui impactent d'une manière durable les populations civiles, femmes et enfants, vieillards, etc. Et il y a du sens à prier pour la paix parce que bien sûr les militaires de tous les pays ont à œuvrer dans leurs responsabilités pour la paix, mais nous chrétiens, croyants, catholiques, nous avons à prier pour la paix dans notre pays, dans nos familles, dans notre monde, et c'est ce que était proposé pendant cette messe pour la paix récemment, qui se veut être le point de départ de la préparation du prochain pèlerinage militaire international. Voilà le père Béron qui parlait de la situation au Moyen-Orient. Et justement, pour consolider la paix encore fragile en Irak, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a annoncé vouloir ouvrir une nouvelle étape dans la relation entre les 2 pays. En visite à Bagdad pour 2 jours, il a assuré les Irakiens du soutien de la France alors que les troupes américaines doivent se retirer de Syrie, ce qui pourrait déstabiliser l'Irak tant que l'État islamique n'est pas totalement vaincu. Le ministre français a aussi annoncé un prêt d'1 milliard d'euros pour la reconstruction du pays. L'archevêque de Kirkouk, Monseigneur Mirkis, est de passage en France et dans les locaux de l'œuvre d'Orient. Il nous a livré sa réaction après l'annonce du ministre français en faisant également un point sur la situation dans le pays. Moi, je crois que le gouvernement français fait des pas. Même j'ai appris qu'il y a eu une somme d'argent qui sera prêtée au gouvernement, que le président Macron va voyager en Irak pour la première fois en tant que président. Tout ça, c'est très intéressant. Et ça pourra donner confiance que l'Irak est parmi les nations et qu'on a souci à ce qu'ils retrouvent la paix et la stabilité. Certains sont rentrés, on peut dire que à peu près 40% de ceux qui habitaient la plaine de Ninive, les 13 localités, sont rentrés, mais il y a encore 60% qui
qui hésitent ou qui tardent à revenir, il faut peut-être attendre une amélioration des services, de l'électricité, de l'eau et surtout la sécurité qui est leur premier souci. Toujours au Moyen-Orient, mais en Terre Sainte, cette fois, les patriarches et chefs des églises de Jérusalem ont demandé le retrait immédiat d'images insultantes pour la foi chrétienne exposées au musée d'art de Haïfa. Des sculptures représentent la mascotte des restos McDonald's, crucifié, ou encore Jésus, représenté sous les traits de la poupée Ken. Vendredi dernier, des centaines de chrétiens qui protestaient devant le musée ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogène. Dans leur déclaration rendue publique samedi, les patriarches et chefs d'église ont affirmé que le respect des symboles et des figures religieuses, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, doit être préservé dans tous les cas, dénonçant une nuisance pour le vivre ensemble. Vendredi, le Saint-Siège a confirmé le voyage du pape François en Roumanie du 31 mai au 2 juin. Après l'annonce, les évêques du pays ont fait part de leur joie et de leur gratitude. Le thème de ce voyage de 3 jours sera « Cheminons ensemble ». Il s'agira donc de la seconde visite d'un pape en Roumanie après celle de Saint Jean-Paul II en mai 1999. En Pologne, les évêques ont publié un message de condoléances après le décès tragique lundi du maire de la commune de Gdansk, Paweł Adamowicz. Dimanche, alors qu'il participait à un événement caritatif, il a été frappé à plusieurs reprises avec un couteau par un repris de justice dont les motivations restent floues. Dans un communiqué, les évêques ont assuré leur prière au défunt et à sa famille, appelant toute la population à l'unité et à la communion, en mettant en garde les politiques de ne pas instrumentaliser ce drame. Direction le diocèse de Hong Kong maintenant. Les funérailles de Monseigneur Yeung ont été célébrées vendredi. L'évêque de Hong Kong est décédé le 3 janvier à l'âge de 73 ans. La cathédrale de l'Immaculée Conception était comble pour ses funérailles. Monseigneur Yeung était connu pour sa détermination à aller de l'avant, à l'image de sa devise « Levez-vous, partons d'ici ». Le cardinal John Tong a présidé la célébration. Et parmi les prêtres qui ont concélébré, le père de Franqueville, prêtre des missions étrangères de Paris, il témoigne de l'héritage laissé par Monseigneur Yeung. Cet évêque nous a laissé un beau témoignage aussi. Il était évêque juste pendant 2 ans en fait. Il était nommé évêque, il avait déjà 72 ans, il était déjà un peu malade. Mais il s'est donné jusqu'au bout. En fait, il s'est donné entièrement jusqu'au bout et en même temps avec des messages dans les tout derniers moments. Ces toutes dernières homélies sont aussi très belles, voilà, où c'est un peu il nous a livré un peu son témoignage final, son testament de comment aimer le Christ, aimer les autres, un message d'amour. Et donc beaucoup de chrétiens ont été très touchés par ce décès brutal et aussi par son témoignage. Aujourd'hui encore, 200 000 nouveaux cas de lèpre sont diagnostiqués dans le monde. Près de 3 millions de personnes sont handicapées à vie pour avoir contracté la maladie. Mais l'espoir de vaincre cette maladie est plus forte que jamais pour la Fondation Raoul Follereau. Aujourd'hui à l'Institut Pasteur à Paris, elle a présenté ses nouveaux programmes d'action. Reportage avec Ophélie Marien. Tendre la main à ceux qui n'en ont plus. Des mots pour interpeller l'opinion publique. La Fondation Raoul Follereau œuvre depuis 1942 contre la lèpre. Mais aujourd'hui, beaucoup pensent que cette maladie n'existe plus. Depuis septembre 2018, l'OMS l'a classée comme maladie tropicale négligée. Pourquoi maladie tropicale négligée? Simplement parce que ces maladies concernent des populations rurales très pauvres qui n'ont pas de voix. Et donc, du coup, comme ces malades n'ont pas de force économique, ces malades n'intéressent pas les firmes pharmaceutiques. Ces malades n'intéressent pas les décideurs. Et donc, du coup, il n'y a pas de médicaments disponibles, il n'y a pas de moyens pour lutter contre ces maladies. Le travail de la Fondation, ce n'est pas seulement de soigner la lèpre, mais aussi d'aider à la réinsertion des anciens malades. 3 millions de personnes guéries de la lèpre vivent aujourd'hui avec une mutilation handicapante. En fait, la Fondation Follereau agit à tous les niveaux, à tous les moments de la maladie, et y compris à la fin, quand le malade est guéri bactériologiquement, mais il a toujours son handicap. Et malheureusement, il est toujours étiqueté lépreux ou personne affectée par la lèpre, même s'il n'a plus la lèpre. C'est ça toute la difficulté de ces maladies stigmatisantes. Dernier espoir en date, le vaccin contre la lèpre vient d'entamer sa première phase d'essai clinique aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un vaccin qui est en cours d'expérimentation. Maintenant,
Je crois qu'il faut être ici réaliste. Avant que demain, nous puissions l'utiliser grand public partout, ça va demander encore de nombreuses années et ne sera pas tout à fait pour demain. Donc aujourd'hui, avant que ce vaccin existe, il faut continuer d'agir sur le terrain. Pour bâtir un monde sans lèpre, la Fondation compte sur les dons, car la lutte n'est pas terminée. Plus de 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. Aujourd'hui en France, la mission d'information parlementaire a rendu son rapport sur la révision de la loi de bioéthique. C'est la dernière étape avant le dépôt du projet de loi et sans surprise, un avis favorable à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules a été émis. Parmi les réactions, celle de la Manif pour tous qui rappelle que ce projet clive la société, comme l'a montré la consultation des États généraux. Alliance Vita dénonce des mesures explosives qui ruinent les principes protecteurs de la bioéthique française. Et puis la Fondation Jérôme Lejeune parle d'un rapport qui est le triomphe du marché et du transhumanisme. Et puis j'ajoute que la marche pour la vie aura lieu dimanche prochain à Paris. Le diocèse du Mans a vécu le week-end dernier la deuxième assemblée de son synode diocésain. En janvier 2018, l'évêque du Mans, Monseigneur Le Sceau, avait annoncé la tenue d'un synode autour de la question « Quelle communauté paroissiale pour aujourd'hui ?» En novembre, près de 300 participants se sont réunis à la maison diocésaine pour échanger sur les orientations pour les communautés paroissiales. Et puis le week-end dernier, la seconde assemblée avait pour objectif de pointer les fragilités individuelles et communautaires. Retour avec l'un des participants sur cette nouvelle étape du synode diocésain du Mans. Nous, on a demandé au Seigneur de nous aider à plus faire confiance. Alors, c'était faire confiance non seulement aux autres, mais aussi à Dieu. Et parfois, en fait, se laisser la chance aux autres, demander plus d'ouverture, plus d'audace aussi, pour oser proposer, pour oser veiller sur chacun, aller voir les charismes de chacun, et du coup, ouvrir plus largement notre Église. Je pense que là, on a mis beaucoup de choses sur le tapis. À mon avis, il va déjà falloir que ça décante un petit peu, qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça. Et après vont émerger des choses. On a déjà commencé à en discuter parce que forcément, il y a des rebondissements, il y a des gens qui reviennent sur un sujet, sur un autre. C'était même très dur en fait de parler juste d'une difficulté et de passer à autre chose derrière sans essayer de trouver une solution. Donc je ne sais pas ce qui va sortir, mais déjà le fait d'en avoir pris conscience, de l'avoir présenté au Seigneur, je pense que c'est déjà un grand pas. La 7e édition du Festival du Beau a eu lieu le week-end dernier à Paris, en l'église Saint-Ferdinand des Ternes. Il s'agit d'une rencontre entre artistes et chrétiens des 3 confessions, organisée à l'occasion de la Semaine pour l'unité des chrétiens. 20 artistes de France, de Chine, de Corée, d'Allemagne ou encore d'Ukraine ont présenté leurs œuvres. Les 3 jours ont aussi été rythmés par des concerts, des danses, des films, des témoignages. Michael Lonsdal, Malel et Wolfram ont été les invités d'honneur de ce festival qui veut témoigner de la beauté de la création. Les JMJ, c'est parti pour les pèlerins français. Il y a quelques heures, des jeunes des diocèses de Normandie, de Reims ou encore de Gap ont pris l'avion depuis Paris pour rejoindre le Panama. Avec eux, 2 journalistes de la rédaction de KTO pour vous faire suivre au plus près l'événement. Les JMJ débuteront officiellement le 22 janvier pour 5 jours. KTO se mobilise bien entendu avec une programmation spéciale pour vous faire vivre ces JMJ 2019 au Panama. Voilà, on poursuit avec la chronique du monde. Le Père Mezza nous parle de Notre-Dame de Guadalupe, fêtée le 10 décembre. Bonjour, je suis le Père Gonzalo Meza. Le 12 décembre 2018, on a célébré la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. La Sainte Mère de Dieu s'est apparue à l'indigène Juan Diego entre le 9 et le 12 décembre 1531. Il y a 487 ans. En 2018, la basilique de Guadeloupe a battu le record de visiteurs. Plus de 10 millions de pèlerins sont arrivés à la ville de Mexico entre le 16 et le 13 décembre. Comme vous le savez, la basilique de Guadeloupe à Mexico est une des sanctuaires les plus visités du monde. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le sanctuaire qui attire cette foule de gens? La tilma, où on voit la Sainte Vierge. La tilma qui contient la présence vivante de la Sainte Mère de Dieu. L'histoire nous dit que le 9 décembre 1531, quand l'indigène Juan Diego marchait vers le centre de la capitale pour prendre son cours de doctrine catholique, une dame lui est apparue. Elle s'est présentée comme la parfaite et toujours Vierge Marie, Mère du vrai Dieu.
Elle lui a demandé d'aller chez l'évêque pour lui communiquer son souhait. Elle voulait une église pour y offrir son amour et sa protection au peuple. Mais comme vous imaginez, l'évêque n'a pas cru ce que Juan Diego lui a dit. Il est allé 2 fois chez l'évêque, mais il n'a pas cru. Comme l'évêque voulait un signe, la dame lui a demandé à Juan Diego d'aller prendre des fleurs dans la colline. Il devait les apporter à l'évêque dans son cap, une tilma. Après, Juan Diego est arrivé chez l'évêque et, lorsqu'il déployait son vêtement, le portrait de Notre-Dame de Guadeloupe s'est imprimé sur la tilma. C'est cette même image qu'on vénère chaque 12 décembre à Mexico. Merci Père. Tout de suite, c'est notre dossier. Renforcer l'action de la France dans la protection du patrimoine du Moyen-Orient et le soutien au réseau éducatif des communautés chrétiennes de la région, c'est le titre du rapport commandé par le président de la République Emmanuel Macron. Il lui a été remis la semaine dernière. Charles Personnaz, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes haut fonctionnaire à la Cour des comptes, mais aussi chargé du patrimoine et de la culture à l'œuvre d'Orient. Et c'est vous qui avez été chargé par le président de la République de produire ce rapport sur les chrétiens d'Orient. Alors une première question, pourquoi cette demande et pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que la situation est grave pour ces communautés, on l'a bien vu ces dernières années. Et puis, une spécificité, je pense, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est son intérêt pour la question, pour plusieurs raisons. D'abord, un héritage historique. La France est depuis fort longtemps, depuis des siècles, un partenaire, si l'on peut dire, des communautés chrétiennes d'Orient. Et puis, d'autre part, je crois qu'il y a la véritable pensée que la présence de ces communautés est un facteur de paix dans la région. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est que ces communautés partagent avec nous, dans bien des cas, notre langue, le français. Beaucoup de chrétiens sont francophones et beaucoup d'écoles chrétiennes de la région sont des écoles francophones qui jouent le rôle de passeurs entre notre pays et le Moyen-Orient. Et la troisième raison, c'est que je crois qu'il y a l'intuition très forte depuis quelques mois que l'éducation et la culture sont un gage de stabilité pour la région tout entière, un gage de construction de la paix dans une région qui en a bien besoin. Alors justement, vous le disiez, éducation et patrimoine, ce sont les 2 grands axes de ce rapport. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, quel état de lieu concernant le patrimoine dans ces régions du Moyen-Orient ? Eh bien, sur le patrimoine, on a des situations évidemment très variées. Vous avez des pays en guerre où on a eu des destructions massives, que ce soit les destructions de Daesh ou les destructions dues au combat ou les pillages qui ont pu être occasionnés. Et puis, vous avez des pays avec toute une gamme de situations, des pays qui s'intéressent à leur patrimoine chrétien comme au reste du patrimoine, mais vous connaissez le Moyen-Orient, c'est très riche en termes de patrimoine, donc on ne s'en occupe pas parce qu'on n'a pas de moyens. Des pays où on fait un effort particulier, je pense à la Jordanie. Des pays au contraire où c'est plutôt mis sous le boisseau, je pense à la Turquie, et où on a plutôt tendance à ne rien faire. Avec ces constats-là, quelles sont les propositions, en tout cas les plus urgentes, que vous avez formulées au président de la République ? Dans le domaine du patrimoine, il y a un vrai manque, c'est le manque de restaurateurs dans la région. Quand on a besoin de restauration, on ne trouve pas grand monde, ou alors on fait venir des Italiens, des Polonais, des Japonais, des Français. Donc il y a un besoin de formation, et la première proposition, c'est de créer à Beyrouth, pour l'ensemble de la région, un centre de formation pour les métiers de la restauration. Ça, c'est une première chose. D'autre part, j'établis une liste des sites qui sont particulièrement menacés ou qui ont besoin d'une restauration de manière urgente. Et là, on a 2 instruments. On a pour les pays en guerre un instrument qu'a créé la France il y a 1 an maintenant, qui s'appelle ALIF, qui est l'Alliance pour le patrimoine dans les zones de guerre, et qui est une fondation qui rassemble différents pays, différents États, et donc et je propose une liste de sites que cette fondation va pouvoir restaurer avec d'autres financements. Ça, c'est une première chose, c'est pour les pays en péril. Pour les autres, je propose que l'Agence française de développement s'intéresse à ces sites chrétiens, pas seulement chrétiens, d'ailleurs j'étends mon rapport aux autres minorités vulnérables de la région, les yézidis, dont on parle beaucoup et à juste titre aujourd'hui, et qui ont été longtemps très abandonnés, et donc que l'on mette des fonds pour restaurer et mettre en valeur ce patrimoine, parce que ce patrimoine, c'est le cœur de la communauté.
Quand le patrimoine est restauré, les gens reviennent et s'installent, et notamment quand il s'agit de patrimoine religieux, parce que l'Église, ou le temple yézidi, quand il s'agit de yézidis, est le cœur vivant de la communauté. Donc ce n'est pas quelque chose du tout de secondaire, c'est quelque chose de central. Vous avez aussi une proposition concernant le patrimoine, mais cette fois-ci pas au Moyen-Orient, mais en France, et plus particulièrement au Louvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, nous avons en fait en France un certain nombre d'objets, d'œuvres, qui représentent ce patrimoine oriental. Et donc je pense qu'il est important que nous connaissions, nous tous, mieux ce patrimoine que nous lèguent les chrétiens d'Orient, et quand il est apporté, que nous puissions aller le voir. Or, il se trouve que l'endroit où il y a le plus d'objets de Byzance et du christianisme oriental en France, c'est dans notre grand musée universel qu'est le Louvre. Alors, ce que je propose, il y a différentes propositions qui sont faites dans le rapport sur ce sujet, mais je propose en tout cas, de façon générale, que le Louvre mette mieux en valeur ses collections, qu'il y ait un parcours dans ses collections. Vous savez que, par exemple, il y a des salles coptes tout à fait extraordinaires, des salles byzantines tout à fait extraordinaires au Louvre, et donc que l'on puisse mieux s'y orienter et découvrir ces richesses pour comprendre mieux la civilisation du christianisme du Moyen-Orient. Et du coup, en quoi ça pourrait aider les chrétiens d'Orient qui sont sur place ? Si nous les connaissons mieux, nous serons mieux à même de les aider et nous comprendrons mieux à quel point leur culture et leur patrimoine fait partie du legs universel, de la culture universelle et nous apporte quelque chose. Vous savez, le pape Jean-Paul II disait 2 poumons pour le christianisme, mais en fait, il y en a peut-être un 3e poumon, c'est celui du Moyen-Orient, de ce christianisme oriental qu'on a souvent oublié. Donc il y a le latin, le grec, et puis ce rameau-là qu'il ne faut pas oublier. Alors, vous abordez aussi largement la question prioritaire de l'éducation. Au fond, peut-être que patrimoine et éducation, c'est tout à fait lié. Pour moi, c'est tout à fait lié, c'est lié à la question de la citoyenneté. Par le patrimoine, vous montrez que vous êtes citoyen d'un pays, membre d'une société, en l'occurrence depuis 2000 ans. Par l'éducation, vous préparez la société de demain. Et les chrétiens, avec leur réseau d'écoles extraordinaire qui existe depuis au moins le XVIe siècle, mais qui s'est beaucoup développé à partir du XIXe siècle, avec un lien très fort avec la France, congrégation française très importante, etc., eh bien, ce service rendu par les chrétiens à toutes les sociétés d'Aram est vraiment fondamental pour la construction de ces sociétés. Il faut rappeler, juste un chiffre, que 60% des élèves qui sont accueillis dans ces écoles ne sont pas chrétiens, et parfois même il y a 90% de musulmans dans certaines de ces écoles. C'est un service qui est rendu à tous, c'est un service public, et c'est une participation magnifique des chrétiens à ces sociétés et à la paix et la stabilité de ces chrétiens. Ces sociétés, pardon. Et quels sont les besoins, vous, que vous avez identifiés en termes d'éducation en élaborant votre rapport ? Il y a 2 grands besoins que j'ai identifiés, structurels, je dirais, un besoin de formation des professeurs, parce qu'il y a un renouvellement de génération, parce qu'il y a un besoin de formation en français pour les professeurs francophones, mais un besoin d'être à la pointe de la pédagogie aussi, et donc d'adapter ces écoles à ce qu'il y a de mieux en matière de pédagogie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le besoin de présence francophone. Il faut que nous envoyions davantage de volontaires dans ces écoles, qui est au milieu des écoles, pour des ateliers théâtre, pour accompagner les élèves, etc. Des volontaires français. Il y a une forte demande, moi, dans toutes les écoles que j'ai visitées. On me dit, mais il n'y a plus de Français, les Français ne viennent plus. Alors c'est sûr que la région fait un peu peur, on voit des explosions, etc. Enfin, il y a bien des endroits où c'est assez stable pour que des jeunes puissent s'investir. Et donc c'est un autre des besoins que j'ai identifiés. Il y a des besoins plus structurels et qui doivent rentrer dans un dialogue politique avec les pays en cause, notamment le Liban et l'Égypte, pour que ces écoles soient bien protégées par la législation et ne soient pas ramenées, je dirais, dans le droit commun d'écoles qui parfois pêchent un peu par leur qualité. Alors, aujourd'hui, ce rapport est dans les mains du président. On l'a évoqué pendant le journal. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était aujourd'hui à Bagdad. À quoi il va être destiné, ce rapport ? Est-ce qu'il prépare des relations à venir ? Est-ce que vous en savez davantage ? Maintenant, effectivement, il est dans les mains du président, il est dans les mains du gouvernement. Je crois que tout le monde a conscience qu'il s'agit d'un investissement important pour la France. Et effectivement, vous le dites, les grands rendez-vous qu'il va y avoir dans le Moyen-Orient, la visite du président de la République en Égypte, en Irak, une conférence internationale en 2019 sur les minorités et les violences qu'ont subies les minorités du Moyen-Orient, tous ces moments sont autant d'occasions de faire le point et de faire avancer, je crois, les propositions du rapport, notamment
également celle d'un fonds public-privé pour ces écoles du Moyen-Orient qui scolarisent, rappelons-le, je n'ai pas donné le chiffre tout à l'heure, mais près de 400 000 élèves en français ou qui apprennent le français, ce qui est considérable. Vous êtes allé à la rencontre sur le terrain, précisons-le, de toutes ces écoles, de tous ces acteurs sur place. Comment est-ce que vous y êtes pris justement pour rédiger ce rapport ? Écoutez, j'ai d'abord fait la tournée des ministères et de tous les établissements concernés en France, et puis je me suis rendu sur le terrain. J'étais en Irak, j'étais au Liban, j'étais dans les territoires palestiniens, j'étais en Égypte, et effectivement, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, soit de la protection du patrimoine, soit des écoles, et il y a une attente de France, si l'on peut dire, c'est pas très joli comme expression, mais il y a une attente. Et tout le monde dit, mais voilà, on ne peut pas porter tout seul la francophonie, on ne peut pas porter tout seul cette culture commune, aidez-nous, et nous serons les ferments de la paix et de la stabilité de la région. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment un investissement à faire, qu'il y a un investissement à la portée de la France, qui est un investissement qui correspond à notre vocation historique, et je pense qu'il sera fait. Merci beaucoup Charles Personnaz d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. Jeudi, vous retrouverez Stéphanie Dupasquier. Quant à moi, on se retrouvera mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.